Bonjour à tous. Bonjour à tous. Bonjour pour ceux qui étaient précédemment sur le flux conférence. Euh, Bonjour également à ceux qui étaient avec nous hier soir lorsqu'on a parlé défilé de mug et cinéma. Sébastien, tu es le responsable de ce flux Headbang. Voilà, tout à fait. On va approcher le On micro. en a qu'un pour deux, donc. Voilà, c'est comme ça. on se Pour partage l'instant. on se partage le micro. Ça va se Est-ce faire. que tu veux nous présenter un petit peu les headbangs? Qu'est-ce que sont les headbangs? Voilà, donc le headbang, en fait, c'est une idée qui a été lancée l'an dernier et qui a déjà vu deux éditions. Donc une édition bêta l'été dernier et une édition en fin d'année, la V2. Et donc ce sujet-là, en fait, ce flux-là permet d'aborder des sujets au niveau de la connaissance, de la science, de l'histoire. Pas mal de thèmes, qu'on peut retrouver d'ailleurs sur YouTube, puisque tout ce qui a été fait en fait lors des deux précédentes éditions du Headbang est en ligne sur YouTube, hein, donc avec des liens directs sur le site headbang.science. Voilà, donc aujourd'hui deux interventions pour l'instant, hein, et puis il y aura d'autres interventions demain. Voilà, donc c'est quelque chose qui va encore avoir lieu prochainement, puisque le 5 mars, il y a une autre édition de prévue. À chaque fois, ça se déroule dans un lieu magique. On a eu la première fois la chance de pouvoir faire ça au château de Celles-sur-Cher, qui accueille d'ailleurs les Geek Ferries IRL. Et puis la deuxième fois, c'était donc dans le château de Veuil, toujours dans l'Indre, juste à côté de Celles-sur-Cher. Et donc le prochain, si je me souviens bien, ça sera dans le château de Chemmery, donc dans le Loir-et-Cher. Voilà. Donc voilà, aujourd'hui, nous avons Julien qui vient nous parler médecine. Tout à fait, Voilà. tout à fait. On va aborder de la médecine, mon sujet de prédilection, car en fait c'est mon métier. Alors à savoir, je suis déjà intervenu sur Headbang cet été pour vous parler de la réanimation cardiovasculaire. Je suis intervenu également sur la précédente édition pour faire une introduction sur la sémiologie médicale. Comme vous l'a dit Sébastien, tout ceci est disponible en replay sur YouTube si ça vous intéresse. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'une pathologie très courante qui nous concerne tous, la maladie athéromateuse. Voilà, encore un gros mot. Pour certains, il est connu et c'est parce que les médias quand même en parlent. Pour d'autres, vous voyez pas du tout de quoi je parle et je peux le comprendre, mais on va explorer ça ensemble. Il y a pas de souci. Tout à fait. Alors, on m'a dit pour passer les diapos. On va voir si ça marche. Parfait. Alors, le titre de la présentation s'appelle exactement la pathologie athéromateuse ou quand Dr Mario se met à la plomberie. La plomberie, qu'est-ce que j'appelle la plomberie dans le domaine médical? On va commencer par des petits rappels. C'est tout simplement tout ce qui touche tout le système vasculaire. Donc le système vasculaire, comment on peut le résumer? Il y a trois sortes, types de vaisseaux, trois grandes sortes, on va dire les veines, les artères et les capillaires. Sur le schéma de gauche, on les voit bien schématisés. Vous voyez les artères schématisées à droite, en rouge, qui partent du cœur et qui vont vers la périphérie, vers les organes, qui sont représentés par une espèce de maillage de petits vaisseaux. Ce maillage de petits vaisseaux, ce sont les capillaires. Ce sont des vaisseaux très fins entre le système veineux et artériel qui vont servir d'espace d'échange entre notamment le sang qui transporte l'oxygène et les organes. Ensuite, ce sang qui aura perdu son oxygène au niveau des organes périphériques reviendra vers le cœur par les veines. Alors là je vous les ai présentés rapidement. Si on demande aux gens la différence entre une artère et une veine, on aura différentes réponses. Il y aura la réponse un peu terre à terre qui consiste à dire
les artères sont bleues, les veines sont rouges. Ça, faut bien comprendre, c'est une représentation schématique, une convention. Bien entendu, dans la réalité, le sang est rouge, que ce soit dans les artères, dans les veines. Il y a toutefois une légère différence, il est un peu plus foncé. Le sang veineux est un tout petit peu plus foncé, le sang artérien un peu plus clair. Mais et pareil, les parois des vaisseaux sont rouge rosé, que ce soit des artères ou des veines. Il y a une légère différence au niveau de la texture, les veines étant un peu plus souples parce qu'il y a une moindre pression et qu'il y a un peu moins de muscles, et les veines au niveau anatomique comportent des valves qui aident notamment au niveau des membres inférieurs au retour, qui luttent un peu contre la gravité, comme il faut remonter le flux sanguin vers le cœur. Donc il y a des valves que les artères n'ont pas. Mais ce n'est pas vraiment la définition. Une autre définition qu'on entend parfois et qu'on serait tenté de dire si on nous demande comment définir l'artère et veine, comment les différencier, ça serait de répondre les veines transportent du sang pauvre en oxygène et les artères du sang riche en oxygène. Alors c'est une définition qui marche dans la plupart des cas, dans ce qu'on appelle la grande circulation, c'est-à-dire la circulation qui va du cœur aux organes périphériques, sauf dans la petite circulation, celle qui concerne le cœur droit aux poumons. Parce que, alors, sur le chemin de droite, vous voyez, en fait, on va partir du bas des artères iliaques qui reviennent par la veine cave inférieure jusqu'au cœur droit, la partie du cœur qui est bleue. Et donc ça passe par les veines jusqu'au cœur, avec du sang pauvre en oxygène jusque là, pas de souci. Sauf que par la suite, ça va emprunter donc le vaisseau qui part en haut du cœur jusqu'au poumon et qu'on appelle malheureusement une artère, l'artère pulmonaire. Et pourtant, le sang, vous voyez, schématisé en bleu, donc pauvre en oxygène. Donc cette définition-là ne colle pas non plus. En fait, une des seules définitions qui collerait bien, et qu'on m'a dit un jour, c'est que une artère est en fait un vaisseau qui part du cœur vers un organe, et les veines, avec un flux sanguin qui part du cœur vers un organe, et les veines sont les vaisseaux qui ont un flux sanguin qui part de l'organe vers le cœur. C'est l'aller-retour. Tout à fait, c'est un aller-retour. Ce petit rappel effectué, on va passer au vif du sujet, l'athérome. Donc une introduction sur ce qu'est l'athérome, avec Dr Mario qui dit « It's not lupus ». Non, ce n'est pas un lupus, vous allez voir, parce que contrairement au lupus, qui est une maladie plutôt rare, sauf dans Dr House, l'athérome est quelque chose de très très fréquent, nous concerne tous. C'est une pathologie qui débute dès l'enfance, qui va se développer avec le temps, qui va également se développer. Du coup, j'expliquais que l'athérome, c'est quand même quelque chose, un phénomène de très fréquent qui nous concerne tous, qui débute donc dès l'enfance, qui va se développer au cours du temps et qui va être favorisé par certains facteurs au cours de notre vie qu'on va appeler des facteurs de risque cardiovasculaire, qu'on va développer par la suite. L'athérome, c'est une pathologie qui est à l'origine de nombreuses autres pathologies cardiovasculaires. À titre d'exemple, et on va aussi les développer par la suite, l'infarctus du myocarde, l'AVC, certains types d'AVC. Faut savoir que c'est tellement fréquent que c'est relié à un décès sur 3 en France et que c'est la première cause de mortalité dans nos pays, dans les pays industrialisés. Alors, je vous ai mis en bas la définition de l'athérome, qui est une définition un peu imbuvable, mais qu'on va décortiquer ensemble. Vous allez voir, ça va très bien se passer. Donc du coup, l'athérome est défini comme, ou athérosclérose, parce que c'est tellement imbuvable qu'on a mis deux noms pour la même chose, comme si c'était pas déjà assez le bazar. C'est une association de remaniement de l'intimat des artères de gros et moyen calibre, avec également un remaniement de la média. Bon, on va voir tout ce que ça implique par la suite. Non, ça ne marche pas. Qu'est-ce que j'ai fait Vas-y.
Voilà, parfait. Du coup, voilà, revenons sur cette définition. Qu'est-ce que l'intima, qu'est-ce que la média? Donc déjà, on voit que ça concerne dans le rappel que j'ai fait, les artères. On n'est pas dans les veines, on n'est pas dans les capillaires, on est dans les artères. L'intima et la média sont deux structures de ces artères, telles que vous voyez sur ce schéma. Là, on a pris une artère qu'on a dénudée un peu comme un fil électrique. Vous voyez sur la partie de droite, du coup, le centre du vaisseau, et notamment donc, du coup, le centre, la lumière avec le passage du sang, le trou, et entoure la première couche de la paroi qui va être en contact intime avec le sang, qu'on va appeler l'intima, qui sera elle-même entourée d'une seconde couche, qu'on va appeler la média, et qui sera elle-même entourée d'une troisième couche qui est appelée l'adventice. On s'aperçoit du coup que l'athérome concerne des modifications, ce qu'ils appellent des remaniements, au niveau du coup des couches les plus centrales des artères. Donc ces remaniements en termes médicaux, ça signifie une transformation, une modification dans les tissus ou dans les organes. Alors, de quelle nature sont-elles dans l'athérome? Là, sur ce schéma, vous voyez en fait ce qu'il se passe. À gauche, vous retrouvez les différentes couches adventice, média, intima. On a pris une artère qu'on a découpée dans le sens de la longueur et on va la suivre à différents stades d'évolution de l'athérome. En haut est indiqué le stade auquel on est dans le développement de l'athérome. En bas, les différents facteurs impliqués dans ce processus. À droite, on verra par la suite, ce sont les complications, évolutions qu'on peut avoir. On voit à gauche une coupe normale du vaisseau, puis peu à peu, il va d'abord y avoir des lésions au niveau de l'intima, de l'endothélium, avec un passage de LDL. Alors le LDL, c'est du cholestérol qui va s'oxyder. Il va y avoir une réaction inflammatoire au niveau de la paroi, recrutement de cellules de l'inflammation, notamment des macrophages, qui vont avaler le LDL, qui vont devenir ce qu'on appelle des cellules spumeuses. Et tout ceci va aboutir à la formation, comme vous le voyez sur la droite, d'une espèce de plaque, avec un centre de lipides, de graisse, et entouré d'une chape fibreuse, d'une coque fibreuse, qui sera plus ou moins stable, et qui pourra, si elle est instable, se rompre, et on va le développer par la suite. Vous voyez tout de suite que ça crée quelques soucis quand même. Là où à gauche on part d'une artère qui a quand même un calibre, on va dire normal, à droite on se retrouve avec une diminution de la lumière artérielle, du calibre et donc du coup un débit en sang qui va s'en retrouver diminué. Cette réduction de la lumière, on va appeler ça en médecine une sténose. Voilà. On passe à la diapo suivante. Ça, c'est une autre représentation du coup de la formation de la plaque d'athérome avec des coupes, cette fois-ci dans le sens de la longueur. Donc pareil, vous voyez que les dépôts de graisse dans la plaque d'athérome se forment, elle se constitue, puis vient un moment où la plaque va se fissurer, et là où la formation de la plaque se fait de façon très lente finalement, très progressivement, et on va avoir des symptômes médicaux chroniques sur le long terme, tout d'un coup il va y avoir une fissure et formation d'un caillot de sang, ce qu'on va appeler un thrombus, qui va brutalement occlure le peu de lumière restante de la lumière artérielle, et on comprend bien qu'il va survenir des symptômes aigus de façon brutale. On va développer tout ça. Reprenons la définition. Donc on a expliqué ce qu'étaient un petit peu ces remaniements, on a expliqué où ça se passait au niveau de la paroi artérielle, donc dans l'intima et la média.
Maintenant, il y a une partie de la définition qui dit très bien que ça concerne les artères, donc pas les veines, pas les capillaires, mais bien les artères de gros et moyen calibre. C'est-à-dire, en fait, dans les artères, plus on va partir du cœur, plus les artères seront grosses. Par exemple, l'aorte, qui est directement à la sortie du cœur gauche, est l'artère la plus grosse. Et plus on va s'éloigner, aller en périphérie, arriver au niveau des organes périphériques, plus le diamètre de ces artères va diminuer. L'athérome, c'est un phénomène qui concerne essentiellement donc du coup les artères de gros et moyen calibre. Alors, quelles sont-elles? Donc, les localisations les plus fréquentes sont au niveau notamment des artères. On va les faire de haut en bas. Les artères du cou, donc l'artère carotide, c'est celle que vous pouvez palper en prenant votre pouls carotidien au niveau du pouls, au niveau du cou. Donc, quand l'athérome se développe au niveau des carotides, ou des artères sous-clavières ou artères vertébrales qui sont d'autres artères du cou, ça peut entraîner des AVC comme pathologie. Artères coronaires, donc ce sont les artères qui entourent le cœur, que vous voyez schématiquement de façon très fine autour du cœur sur le schéma à droite. Quand elles sont atteintes, elles vont pouvoir donner ce qu'on appelle les cardiopathies ischémiques, dans lesquelles sont comprises par exemple l'angine de poitrine, ce qu'on appelle l'angor en médecine, ce sont des douleurs qui apparaissent essentiellement à l'effort, qui sont donc du coup des douleurs chroniques, qui seront là du coup au stade de la sténose dont je vous ai parlé tout à l'heure, et par exemple dans l'évolution de la plaque, si jamais elle finit par se fissurer à la formation d'un thrombus, il va y avoir survenue d'un infarctus, enfin d'un syndrome coronarien aigu dont fait partie l'infarctus du myocarde. L'aorte est également concernée. Alors, l'aorte, c'est le vaisseau qu'on voit partir en haut du cœur, qui part du cœur gauche, qui fait une creuse, qui va donner tous les artères du cou qu'on a précédemment citées, puis qui va descendre, alors une partie descendante thoracique, qui n'est pas trop concernée. La partie la plus concernée, c'est l'aorte abdominale, en dessous du diaphragme, qui, elle, quand sera touchée par l'athérome, pourra donner d'autres pathologies telles que les anévrismes. Alors, l'anévrisme, c'est une espèce de dilatation de l'aorte locale, le diamètre qui va être un petit peu dilaté, parce que la paroi va être abîmée, et il y a une telle pression qui va s'exercer dans l'aorte que du coup elle va se dilater. L'aorte donne aussi également des vaisseaux de calibre moyen tels que les artères rénales qui pourront être touchées et qui pourront donner de l'insuffisance rénale, et des vaisseaux des intestins, des artères des intestins, et qui peuvent donner des pathologies telles que l'angor mésentérique ou encore l'ischémie mésentérique. L'angor mésentérique, ce sont un peu comme l'angor du myocarde, en fait, des douleurs qui vont survenir à l'effort. Alors notre intestin, il est à l'effort quand on mange. Ça va être des douleurs qu'on va avoir ce qu'on appelle postprandial, après les repas. Et ischémie mésentérique, en fait, c'est un peu comme l'infarctus du myocarde. Ça va être ce qu'on appelle une ischémie en médecine, c'est tout simplement un arrêt brutal de la perfusion d'un organe en sang artériel. Donc ça se traduit en général par une forte douleur et d'autres symptômes. Et si on ne fait rien, ça va aboutir vers la nécrose, donc la mort de l'organe, des tissus de l'organe. Les artères des membres inférieurs, donc par exemple artère fémorale et artère tibiale, peuvent être également touchées par l'athérome, et ça donnera une pathologie quand c'est au stade de sténose, qu'on appelle l'AOMI, l'artérite oblitérante des membres inférieurs, ce qu'on peut aussi appeler la claudication. C'est typiquement les patients qui souffrent de ça sont des patients qui vont avoir pareil, c'est toujours des douleurs quand on parle quand l'organe n'est pas assez perfusé en oxygène, donc ce qui se passe dans ces cas-là, on a des douleurs. Donc là, c'est les muscles des jambes qui vont faire mal à la marche, à l'effort tout d'abord,
parce que ce sera à l'effort où les besoins en oxygène sont le plus importants. C'est vrai pour le cœur, c'est vrai pour les muscles, c'est vrai pour l'intestin. Donc à l'effort, à la marche, et c'est des personnes qui vont avoir des douleurs quand ils auront marché 200, 300 mètres, et tous les 200, 300 mètres seront obligés de s'arrêter, de faire une pause pour faire passer ces douleurs avant de repartir pour 200, 300 mètres. Très handicapant. Et l'évolution, le risque, c'est toujours le même, c'est ce fameux thrombus qui se forme, ce caillot qui va oblitérer d'un coup l'artère, et là on aura ce qu'on appelle une ischémie de membre inférieur, où le membre va faire très mal, mais ça ne va pas passer au repos, il va devenir tout blanc, tout pâle, puis tout noir parce qu'il va nécroser, et ça pourra aller jusqu'à l'amputation si on ne fait rien. Voilà. La définition étant traitée, je vais revenir sur les facteurs de risque cardiovasculaire. Souvenez-vous, je vous ai dit que l'athérome se développait d'une part avec le temps, d'autre part via ce qu'on appelle certains facteurs qui favorisent l'athérome et qui s'appellent les facteurs de risque cardiovasculaire. Alors, quels sont-ils? Les plus connus et les plus reconnus, qui sont très bien démontrés dans les études et dans la littérature, sont le tabac, le tabagisme, notamment actif. Il faut savoir que quand on arrête de fumer, c'est un facteur de risque réversible. Tous les quatre que je vais vous présenter là sont des facteurs de risque réversibles, c'est-à-dire si on les prend en charge, si on arrête de fumer ou si on guérit la pathologie, enfin le facteur de risque, donc ça va aider le pronostic, le risque cardiovasculaire. Donc le tabac, qui est un facteur qui va dépendre évidemment de la quantité de tabac que vous fumez et depuis combien de temps vous fumez cette quantité-là. L'hypertension artérielle, que prend régulièrement votre médecin avec le brassard, quelque chose qu'on connaît bien également en général, et qui peut également se soigner par des règles d'alimentation, voire par des médicaments. Les dyslipidémies, ce sont les problèmes de cholestérol, alors soit trop de mauvais cholestérol, de LDL, soit pas assez de bon cholestérol, de HDL cholestérol. Et donc pareil, qu'on peut soigner avec des règles d'alimentation, de rythme de vie, de conseils, de sport et d'autres, et puis des médicaments. Et le diabète qui de sucré, j'entends, qui est une pathologie qui est assez vaste, qui a plein de visages différents, mais qui grosso modo se résume à on a une glycémie, donc le taux de sucre dans le sang qui est trop élevé. Pareil, ça c'est un facteur de risque réversible, on peut agir dessus, on peut diminuer la glycémie avec l'alimentation, avec des règles d'hygiène, en conservant une activité physique régulière, et on peut ajouter des médicaments, que ce soit des antidiabétiques oraux, voire l'insuline, qui est l'hormone qui diminue le taux de sucre dans le sang, la glycémie. S'ajoutent à ces quatre facteurs de risque cardiovasculaire d'autres facteurs, par exemple des facteurs auxquels on ne peut rien, ce sont les facteurs intrinsèques, typiquement l'âge et le sexe du patient. Ainsi, on considère en médecine qu'un homme de plus de 50 ans ou une femme de plus de 60 ans est à risque d'événements cardiovasculaires. D'autres facteurs existent, par exemple un des plus importants est l'insuffisance rénale chronique, donc une autre pathologie, c'est quand le rein ne fonctionne, les reins ne fonctionnent plus assez bien dans l'organisme. Ça, on sait que ça favorise également le développement de ces plaques d'athérome dans les artères. D'autres pathologies, le psoriasis, qui est une maladie dermatologique, des traitements, certains médicaments peuvent favoriser aussi l'athérome. Qu'est-ce que je peux citer d'autre? L'obésité, la sédentarité, le fait de ne pas beaucoup sortir, pas beaucoup avoir d'activité physique, par le biais de certains facteurs aussi favorise l'apparition d'athérome.
Donc ce chapitre sur les facteurs de risque étant passé, je vais un peu m'attarder sur l'évolution naturelle de l'athérome, que j'ai déjà un petit peu abordé. Donc comme je vous l'ai dit, et comme je l'ai déjà répété, c'est un phénomène qui débute dans l'enfance, qui a une progression lente pour la formation de la plaque, qui est favorisée par, comme on vient de le voir, par les facteurs de risque cardiovasculaires. Donc, dans un premier temps, peu à peu, la lumière de l'artère va se réduire. C'est comme je vous l'ai dit, ce qu'on appelle la sténose. On estime que quand environ 70% de la lumière de l'artère est occluse, on va avoir l'apparition des premiers symptômes. Donc typiquement pour les artères coronaires, donc les artères du cœur, comme je vous le disais, on va avoir l'apparition d'angor, donc l'angine de poitrine, sont des douleurs typiques du cœur, donc des douleurs qu'on appelle rétrosternales derrière le sternum, à type de serrement avec une irradiation dans la mâchoire ou le bras gauche, qui vont survenir d'abord à l'effort, puisque comme je vous le disais, le cœur à l'effort a plus besoin d'oxygène, donc sera plus sensible à ce moindre apport en oxygène. Si on s'intéresse à ce stade aux artères des membres inférieurs, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, ce sont les claudications intermittentes de l'AOMI. Au niveau des intestins, ça donne l'angor mésentérique, et voilà, l'insuffisance rénale pour les artères rénales. Voilà pour les exemples que je vous ai mis. Par la suite, donc ça il faut bien comprendre que c'est quelque chose de chronique qui évolue sur des mois. C'est des patients qui ont ces problèmes de santé sur une longue période. Il faut bien aussi comprendre que ils vont pas avoir tout d'un coup. Je veux dire, le patient qui a de l'angine de poitrine ne fera pas forcément de l'angor et n'aura pas forcément un anévrisme de l'aorte. Il y a certaines localisations qui peuvent plus évolué que d'autres, mais bien sûr, si un patient présente plein de facteurs de risque cardiovasculaire, et si il est mal pris en charge, qu'on laisse l'athérome se développer sans le prendre en charge, il aura peu à peu les différentes localisations qui seront atteintes au fur et à mesure. Sur la sténose, du coup, là, ça c'est quelque chose qui est réversible. Alors, les sténoses sont réversibles, oui et non. C'est-à-dire, en fait, je vais revenir par la suite. On a des traitements pour éviter la progression. Et notamment, enfin, il y a les traitements, mais il y a aussi tout simplement agir sur les facteurs de risque cardiovasculaire pour arrêter le tabac, limiter l'ascension artérielle, lutter contre le diabète, tout ça. Mais alors quand c'est symptomatique, on va pouvoir déjà mettre, par exemple pour l'angine de poitrine, mettre un traitement spécifique, notamment on va utiliser de la TNT, de la trinitrine, qui va permettre de dilater les artères coronaires, notamment pendant les crises, ce qui fait que certes, le calibre est diminué, mais comme on va dilater temporairement le dalle de l'artère, ça va améliorer le débit et ça va pouvoir notamment agir sur les douleurs au niveau du cœur assez vite. Enfin, il y a ce qu'on appelle maintenant la radiologie interventionnelle qui va permettre de faire des dilatations au niveau des artères. On va mettre des petits ballonnets qu'on va gonfler en fait au niveau local des sténoses des artères, et on peut aussi mettre ce qu'on appelle des stents. Ce sont des sortes de ressorts qui vont maintenir en fait les artères dilatées. Donc l'objectif en fait c'est pas de résorber forcément la plaque qui se forme, mais c'est plus d'augmenter la lumière par la dilatation. En fait. C'est de ramener le calibre effectivement. En fait le but c'est de pouvoir avoir une perfusion d'organes qui soit le plus asymptomatique possible, le plus confortable pour les patients, et surtout éviter que la progression de l'athérome, éviter au maximum via la diminution des facteurs de risque. Mais ça, on va revenir par la suite. Par la suite, si la plaque est instable, va pouvoir, ce qu'on appelle une plaque instable,
en fait, l'apparition soit d'une ulcération, un trou au niveau local de la plaque, soit une rupture de la plaque ou une fissure. Ça va entraîner en fait l'activation de la cascade de coagulation du sang, parce que le sang, qui est un système assez intelligent, on va dire ça comme ça, va considérer que la paroi du vaisseau est lésée, est atteinte, et du coup qu'il y a un risque d'hémorragie, comme quand on se coupe, et donc du coup qu'il faut faire un tampon, va falloir faire un caillot qui va colmater la brèche. Et c'est pour ça qu'il va y avoir une formation d'un thrombus, un clou plaquettaire, donc une espèce de caillou, un amas de plaquettes, comme un peu les croûtes qu'on a quand on se coupe. Et ça au niveau local. L'ennui, c'est que là déjà sur un calibre artériel, une lumière qui est déjà restreinte, elle va l'obstruer, et si jamais, parce que c'est assez instable, ça peut se détacher, ça peut aller donc du coup avec le flux sanguin se déplacer dans les artères d'aval en périphérie, et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les artères vont du plus gros calibre vers le plus petit, donc arrivera un moment où ce caillot finira par occlure une artère de plus petit calibre et entraînera une ischémie, donc un arrêt de la perfusion artérielle. Ce phénomène, c'est ce qu'on appelle une embolie, un terme que vous avez déjà peut-être entendu parler, quand un caillot se détache et va occlure un vaisseau d'aval. Donc, si ça arrive, là on aura l'apparition brutale d'un événement cardiovasculaire, tel que je vous l'ai expliqué, par exemple le syndrome coronarien aigu, dont fait partie l'infarctus du myocarde, où là ça va être un peu le même type de douleur que pour l'angor, mais qui va arriver non pas dans un contexte d'effort, mais bien dans un contexte même au repos, et qui ne va pas s'arrêter en cessant l'effort, et dont la trinitrine ne va pas arranger les choses, parce que même si tu dilates, le vaisseau finalement il est bouché, donc en fait ton organe n'est pas perfusé en oxygène, donc il souffre, donc il te le fait comprendre, et donc il y a une douleur. Et surtout, il y a un risque pour l'organe, parce qu'il risque, au bout d'un moment, sans oxygène, il risque de nécroser et de mourir. Au niveau des membres, je vous en avais déjà parlé, c'est ce qu'on appelle l'ischémie aiguë de membre inférieur. Si ça se passe au niveau du cerveau, c'est ce qu'on appelle un accident vasculaire cérébral ischémique, un AVC. Si ça se passe, donc c'est notamment s'il y a un thrombus qui se détache d'une artère carotide et qui va se loger dans une petite artère du cerveau. Une ischémie mésentérique si on repart dans les intestins, et thrombose des artères rénales, c'est si jamais ça arrive au niveau des artères rénales, et là on aura une très forte douleur dans les reins, et on peut aussi observer ce qu'on appelle une hématurie du sang dans les urines. Voilà. Alors, on va aborder maintenant un peu la prise en charge. Qu'est-ce qu'on peut faire, et déjà comment on peut objectiver, quel bilan on peut faire chez un patient qui va nous présenter soit ces facteurs de risque, et on va essayer de faire la prévention en se disant, avant d'attendre que ça soit symptomatique, que le patient souffre, on va essayer déjà de voir comment vont ses artères, et s'il ne faut pas faire des gestes de prévention. Chez les patients qui, malheureusement, on arrive un peu après la bataille, où il y a déjà des choses qui se passent, il va falloir aussi faire un bilan des lésions. Alors, quelles sont les armes à notre disposition ? On dispose, par exemple pour le cœur, de l'ECG, notamment l'ECG d'effort chez les patients asymptomatiques, donc en bas à gauche. Un ECG, c'est un électrocardiogramme, c'est l'enregistrement électrique du tracé électrique du cœur, en fait, et ça va nous apporter des informations, notamment quand on va soumettre le patient à l'effort, on va voir si on voit des signes d'ischémie, des signes de souffrance du muscle du cœur, du myocarde, qui vont nous montrer qu'il laisse à penser qu'il manque un peu d'oxygène. Et si on voit ces signes sur cette ECG, on poussera les examens un petit peu plus loin au niveau du cœur.
Au niveau des artères, on dispose d'un examen qui est assez pratique, peu coûteux et peu invasif parce qu'il n'embête pas trop le patient et en plus qui est assez performant, c'est l'échographie associée à ce qu'on appelle le Doppler. Le Doppler, vous connaissez peut-être l'effet de Doppler, c'est l'effet qui fait que quand vous avez une ambulance qui passe, le son est déformé quand elle passe dans un sens et quand elle passe dans l'autre, vous n'entendez pas le même son. Et en fait, donc là, c'est l'image que vous voyez sur la droite. L'échographie va nous permettre de voir les vaisseaux et le Doppler de bien visualiser en fait le flux du sang, savoir si les artères perfusent bien, s'il y a un bon débit en fait au niveau des artères et même des veines, mais là ce sont les artères qui nous intéressent. Donc cette échographie, on va pouvoir la réaliser sur les artères des membres inférieurs, les TSA, ce qu'on appelle les troncs supraortiques, ce sont les vaisseaux du cou dont je vous parlais tout à l'heure, carotides, artères vertébrales et supraclaviculaires. Donc ça va nous permettre de savoir un petit peu où les plaques en sont, où la pathologie, où l'athérome en est. Et on va faire comme ça un bilan de toutes les artères. L'échographie abdominale sert aussi pour notamment dépister l'anévrisme de l'aorte abdominale dont je vous ai parlé tout à l'heure, qu'on observe en bas à droite. Alors là, je ne sais pas si vous visualisez très bien, on voit, j'ai profité que j'ai la souris, même si pas très haut, on voit ici une coupe dans la longueur, enfin c'est la lumière de l'aorte, qui a un diamètre à peu près normal, et ce qu'on voit un petit peu, ce qu'on appelle en hypoéchogénicité, là c'est un peu plus noir, vous voyez ici c'est du tissu on va dire normal, la sonde est là, là il y a des tissus, et là on voit effectivement que le diamètre est dilaté, la paroi on voit qu'il y a une dilatation, le noir ne devrait pas exister. Bon. C'est peut-être pas très clair expliqué comme ça, mais on dépiste l'anévrisme grâce à une échographie toute simple. Alors là, je vous ai parlé des examens paracliniques. Alors dans mon diapo, voilà, j'ai marqué examen clinique paraclinique. Vous ne voyez peut-être pas à quoi ça correspond. J'en ai parlé dans ma précédente vidéo sur l'introduction à la sémiologie médicale. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Juste pour ça, l'examen clinique, c'est sur l'examen que fait le médecin avec le patient en consultation au lit du patient à l'hôpital, et le paraclinique, c'est tous les examens complémentaires, donc soit d'imagerie comme on l'a là, soit biologique avec les prises de sang, avec c'est tous les examens donc à côté de la clinique, à côté de ce qu'on peut faire tout simplement avec son stéthoscope et son marteau réflexe. Donc bien sûr, avant de passer aux examens, le médecin aura d'abord à faire un examen clinique, donc dans les signes qu'on peut avoir du développement de l'athérome, ce sera par exemple la diminution ou la disparition des poux périphériques, par exemple les poux au niveau du pied, au niveau des artères du pied, si les artères sont un peu occluses en amont, donc au niveau fémoral ou au niveau tibial, au niveau de la jambe, excusez-moi, on sentira moins bien les poux au niveau périphérique. Avec le stéthoscope, donc le stéthoscope, l'appareil qui nous permet d'écouter notamment le cœur, les poumons, mais on peut aussi rechercher des souffles. J'en avais déjà parlé aussi sur la vidéo sur la sémiologie générale. Ce sont des bruits qu'on entend, qu'on peut entendre au niveau du cœur, au niveau des valves du cœur, mais également au niveau des vaisseaux. Quand ceux-ci sont occlus, notamment avec l'athérome, ça va entraîner des perturbations au niveau du flux du sang, ça c'est la mécanique des fluides, et ça cliniquement on va le percevoir à l'oreille avec le stéthoscope, on va entendre des souffles. Voilà. Et après, bien sûr, il y aura tout l'interrogatoire sur les facteurs de risque cardiovasculaire
et sur les manifestations cliniques, telles est-ce que vous avez une claudication intermittente, comme on disait tout à l'heure, est-ce que vous avez des signes d'angor, est-ce que vous avez des signes... voilà. Ce qui me fait penser que j'ai pas parlé dans les facteurs de risque cardiovasculaire j'ai parlé des antécédents donc médicaux du patient, mais ce qui est aussi intéressant, c'est qu'il y a une espèce d'hérédité quand même, et que les facteurs de risque, les antécédents familiaux sont aussi importants à répertorier, notamment la survenue de pathologies cardiovasculaires. Alors on parle d'apparenté au premier degré, donc les parents ou les frères et sœurs. Et ça, en général, on parle de est-ce que il y a eu ce qui nous intéresse, c'est les événements après chez les apparentés masculins du premier degré, après 55 ans, après 66 ans, si c'est pour les femmes, et pour les AVC, la limite se situe après 45 ans à peu près. Voilà. Donc, après avoir fait le bilan, donc, toujours dans la suite de la prise en charge, comme je vous le disais, il va falloir dépister et traiter les facteurs de risque cardiovasculaire pour éviter l'évolution de l'athérome chez un patient qui est déjà atteint d'athérome, que ça soit symptomatique ou pas. C'est-à-dire, on intervient ce qu'on appelle en prévention primaire s'il existe juste des facteurs de risque cardiovasculaire, mais sans manifestation clinique de l'athérome, ou en prévention secondaire s'il y a déjà eu des événements tels que des AVC. Alors AIT, c'est des accidents ischémiques transitoires, c'est comme un AVC mais rapidement et spontanément résolutif en moins d'une heure. L'AOMI, ce qu'on en a parlé tout à l'heure, l'infarctus du myocarde, IDM ou l'angor. Dépister, donc du coup, l'HTA, c'est l'hypertension artérielle. L'HTA, ça se dépiste comment? Très simplement en mesurant la pression artérielle. Et ça se traite comment? Je vous le disais, avec des règles d'alimentation, de vie, et donc manger moins salé, faire du sport. Bon, c'est des conseils qui sont pas toujours simples à expliquer, mais c'est tout un travail d'équipe avec le médecin et tout un travail de conseils à s'installer. Et vient par la suite en second recours les médicaments. Donc on dispose de tout un panel de médicaments qui peuvent agir sur la tension. Mais on comprend bien que c'est du coup que la tension, qui paraît anodine comme ça, bon, les gens ne voient pas toujours très bien le danger de l'hypertension. Quand on comprend l'enjeu de tout ce que ça peut entraîner derrière, notamment via l'athérome, c'est essentiel pour bien entamer savoir pourquoi en fait c'est important de se soigner au niveau de sa tension. Voilà. Le diabète, c'est un peu le même combat, c'est-à-dire c'est une pathologie qui est assez au début asymptomatique et qu'on ne comprend pas très bien le danger. Donc l'athérome en est un, ce n'est pas le seul, mais c'en est un. Et pareil, ça se traite alors de prime abord avec des conseils d'alimentation et d'hygiène de vie, puis effectivement, comme je disais, les médicaments qui viennent par la suite, et ça se dépiste tout simplement en faisant une prise de sang avec la glycémie, le taux de sucre dans le sang qu'on mesure à jeun, et qui, s'il dépasse un certain seuil, et que ce seuil est dépassé de façon constante dans le temps, nous signe le diagnostic du diabète sucré. Les dyslipidémies sont les problèmes de cholestérol. Donc pareil, ça se dispute sur une prise de sang, et l'appareil, l'alimentation et les médicaments peuvent rentrer en compte. Le tabac, alors ça se dépiste aussi très, très simplement. Il suffit de demander au patient s'il fume ou pas, et quelle quantité il fume, quel rythme, et bien sûr, c'est pas une surprise. Un des rôles des médecins est d'encourager l'arrêt du tabac. Et voilà, comme l'athérome est un des soucis que pose le tabac, ce n'est pas le seul. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a aussi tous les problèmes de cancer du poumon et autres. Donc
il y a le rôle de conseil, puis il y a le rôle d'accompagnement, une explication de tout ce qu'on peut proposer pour aider à arrêter de fumer. Le surpoids, la sédentarité, je ne vais pas revenir là-dessus. On va avancer un petit peu, même si ça touche à sa fin, je vous rassure. Pour finir, du coup, j'ai parlé surtout de prévention pour l'instant. Enfin, j'ai parlé d'abord d'un bilan des lésions, puis de qu'est-ce qu'on pouvait faire pour éviter le développement de l'athérome, avec notamment agir sur les facteurs de risque cardiovasculaire. Mais est-ce qu'on, alors c'était un peu ta question tout à l'heure, est-ce qu'on a des traitements pour guérir l'athérome, pour agir sur les plaques, inverser la tendance. Alors, ce qu'on va mettre assez facilement en prévention secondaire, donc je rappelle, la prévention secondaire, c'est quand il y a déjà eu un événement, on va dire, cardiovasculaire, donc par exemple, patient qui présente de l'angine de poitrine, encore patient qui a eu un AVC, patient, voilà, qui présente de la OMI. On va mettre certains médicaments en place, c'est-à-dire de l'aspirine, exemple cardiagique, qui a une vertu en fait anti-agrégant plaquettaire. Ça va empêcher le thrombus de tout à l'heure, le caillot de plaquettes, de se former au niveau de la plaque, et ça va prévenir la survenue d'un événement aigu. Et ça va aussi avoir un autre rôle, c'est que l'aspirine aussi a une vertu anti-inflammatoire. Et on a vu lors des remaniements qu'un des premiers événements qui se passaient était l'inflammation, donc au niveau de l'endothélium de l'intima, donc la toute première couche de cellules de la paroi qui entoure la lumière de la paroi du vaisseau. Et donc ça va aussi agir là-dessus. Les statines, qui sont des médicaments qui sont utilisés contre le cholestérol et qui vont aider à diminuer en fait la progression, la favorisation des plaques de l'athérome. Ce qu'on appelle les IEC, mais qu'on ne met pas, enfin les statines, je reviens sur les statines, c'est un médicament faut bien comprendre, c'est un médicament qu'on va mettre même si le patient par exemple ne présente pas de problème de cholestérol sur la prise de sang. C'est-à-dire, c'est un médicament qui marche contre le cholestérol, mais qui là, du coup, l'indication c'est l'athérome en soi, c'est que ça agit même si on n'a pas de problème de cholestérol sur les plaques d'athérome. Voilà. L'IEC, inhibiteur de l'enzyme de conversion, c'est un type de médicament, donc je vais pas rentrer dans les détails, qu'on peut mettre, ou ARA2, c'est on va dire son petit frère qui agit un peu sur pratiquement la même chose et qui a un peu, on va dire, les mêmes vertus, pas tout à fait les mêmes effets indésirables, mais bon, pareil, je ne vais pas m'étendre là-dessus. ARA2, c'est pour antagoniste des récepteurs de l'angiotensine 2, donc qui sont des médicaments qu'on peut retrouver aussi qui sont des hypotenseurs contre la tension artérielle, et qui là, donc du coup, on va mettre, même si le patient ne présente pas d'hypertension artérielle, tout simplement parce que on se rend compte qu'en diminuant un petit peu la tension artérielle, même quand le patient n'a pas, ça va diminuer la favorisation de la constitution de la plaque d'athérome, mais aussi parce que ça va avoir un rôle protecteur et de stabilisateur de la plaque. Une plaque qui va, avec ce médicament-là, va être moins sujet à des ruptures, à des fissures qui vont entraîner du coup l'apparition du thrombus, qui, comme on l'a vu, est souvent fatal. Tu disais là, donc ces médicaments-là sont utilisés en prévention, c'est-à-dire que c'est du traitement plus ou moins long terme en fait, c'est pas pour une crise aiguë. Non, ce sont des traitements qu'on met de façon, effectivement, j'étais moi sur la prise en charge chronique au long terme. C'est un traitement que du coup, patient qui aura présenté ce type d'événement gardera au long cours, pour ne pas dire possiblement toute sa vie.
Voilà, voilà. Je pense que c'était la dernière diapo, voilà. Je vous remercie de votre attention, ainsi que Dr Mario. Voilà, si vous avez... C'est vrai que je n'ai pas trop regardé les questions si vous en aviez. A priori non. Non, mais en tout cas, nous, on te remercie d'être intervenu donc, sur ce flux pour nous parler de cette pathologie. Et on voit en tout cas que ça te passionne, que tu as envie de partager tout ça. Donc, écoute, par rapport aux 2 autres vidéos, c'est pareil, il y a énormément de choses, c'est très instructif. Alors, vraiment, on apprend beaucoup de choses en t'écoutant. Donc voilà, on te remercie encore une fois d'être... pas de soucis, c'est toujours un plaisir. Bon, malheureusement, je pourrais pas être là pour le prochain Headbang, mais je reviendrai... Oui, voilà, tout à fait, je reviendrai avec plaisir. Peut-être veux-tu présenter la suite ? Oui.